Madame la Ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du groupe socialiste au Sénat, mon cher Didier, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, cher Michel, l'an dernier à Lille, il était là parmi nous, bien présent. Vous connaissiez le souffle de sa voix. Vous appréciez la pertinence de ses analyses. Vous attendiez toujours sa contribution empreinte de bon sens, de pragmatisme et d'humanisme. Aujourd'hui, il nous regarde de là où il se trouve. C'est aujourd'hui qu'il aurait eu 66 ans. Avec vous, j'aurais aimé lui dire « Bon anniversaire, Michel ». Pour moi, tu es toujours vivant et tu nous manques terriblement. Son association, les Amis de Michel Dinet, sont présents sur le stand. Et je suis très certain, mon cher Mathieu Klein, que nous serons nombreux, par un passage, un geste amical, lui témoigner une reconnaissance, une profonde reconnaissance de l'Assemblée des départements de France et notre sympathie à lui et à sa famille. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel, la France a besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Ces mots ne sont ni de moi, ni de notre temps. Vous les connaissez, ce sont ceux de François Mitterrand le 15 juillet 1981, lorsque, quelques mois après son élection, il annonçait en Conseil des ministres les lois de décentralisation portées par le ministre de l'Intérieur d'alors, Gaston Defferre. La loi de 2004, portée par Jean-Pierre Raffarin, a également apporté de nouvelles avancées pour la décentralisation, notamment pour les conseils généraux, qui ont alors étoffé leurs équipes des TOS dans les collèges, de personnel de l'équipement pour l'entretien des routes départementales, la responsabilité de la restauration scolaire, sans oublier, bien entendu, le financement du revenu minimum d'insertion et les parcs de l'équipement. Cela représentait 9 milliards d'euros de budget de l'État qui accompagnait ces transferts de nouvelles responsabilités à l'endroit des conseils généraux. Mes chers collègues, ces lois ont fait souffler dans nos territoires un vent de liberté, d'inventivité, d'innovation. L'innovation économique, sociale et territoriale est la grande gagnante de la décentralisation partout, dans tout le territoire de France, qu'ils soient urbains ou ruraux. L'innovation, c'est la plateforme agri-locale portée par le Puy-de-Dôme et la Drôme. Ce sont les labos M21 d'innovation collective en Gironde. L'innovation, c'est encore la société, la création de la société locale XDMAT par les départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse. On retrouve toutes ces pépites dans le remarquable rapport réalisé par notre collègue Rémy Chaintron. Si nous avons reçu 119 candidatures de la part des conseillers généraux de France pour les prix de l'innovation que nous remettrons ce soir, c'est bien que l'innovation n'est pas une façade, mais un mouvement de fond qui a donné à nos assemblées, au cours de ces dernières années, une image moderne et dynamique. Décentralisation, liberté, mais aussi responsabilité. Un élu n'est pas un préfet. Il est le responsable devant les citoyens qui peuvent l'élire, le réélire ou lui donner congé. Tout élu local l'a éprouvé, ne serait-ce qu'au terme de son mandat, où il se retrouve immanquablement avec son bilan face à l'électeur.
Comme tous les élus départementaux dans cette salle, Monsieur le Premier ministre, j'ai autant disposé de liberté dans l'exercice de mon mandat que je n'ai dû assumer ma responsabilité. Mais la décentralisation, c'est bien plus encore que cela. La décentralisation, ce sont les services publics, la démocratie locale et surtout le développement économique de nos entreprises dans nos départements. Grâce à elle, la France s'est enrichie de multiples services publics de proximité. Les conseils généraux ont apporté une pierre utile à cet édifice, avec les collèges, les antennes sociales, le soutien à la vie associative. Ils sont devenus les premiers financeurs dans notre pays, avec les collectivités territoriales, de la vie associative, élément important de la démocratie sociale. Aujourd'hui encore et toujours, les départements sont au rendez-vous de l'histoire, avec le formidable défi qu'ils relèvent à travers la réalisation des réseaux d'initiatives publiques pour développer le numérique dans les espaces les plus reculés de nos territoires. Pourquoi les départements consacrent-ils autant d'énergie et de moyens financiers à l'équipement numérique? Parce que les usages du numérique sont une nouvelle ligne de front entre la France des métropoles et la France périphérique. Personne ne peut être exclu de la nouvelle société de l'information et de la communication. Lorsque les conseils généraux développent de concert avec l'État et les autres collectivités le plan national pour le numérique, ils sont donc dans le rôle de gardiens de l'égalité des territoires. Bref, les services de proximité, la démocratie territoriale prennent aujourd'hui de nouvelles formes. Pour ceux qui en douteraient, la preuve éclatante va être donnée au long de ce 84e congrès que le Conseil général n'est pas une collectivité dépassée et du passé, mais bien une illustration d'une institution en phase avec notre temps et surtout avec les besoins de nos concitoyens. Mes chers collègues, et c'est probablement le plus important, la décentralisation a permis que se déploie dans le pays une formidable culture de la démocratie locale, de la démocratie territoriale même. Les conseillers généraux sont des repères de la vie démocratique. 22 ans après, quelle libération, quelle densité, quelle vitalité ont amené les lois de décentralisation. Monsieur le Premier ministre, notre responsabilité en 2014, aujourd'hui, est devenue grave. La crise, les crises se sont installées dans notre pays depuis 2008 et vous déployez, je le sais, de grands efforts pour les traverser et y apporter des solutions, pas seuls avec les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les représentants de la vie sociale, car depuis 32 ans, aujourd'hui, plus aucune politique nationale n'est possible sans le concours des collectivités territoriales. C'est la réalité de la vie démocratique et de la décentralisation dans nos territoires. Mes chers collègues, dans une société en quête de sens, comme l'a rappelé avec brio ce matin Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique et social et environnemental, il nous faut des repères. Le Conseil général en est un, et comme le dit et l'a écrit le géographe Christophe Guilluy, le département est l'institution visible des gens invisibles. Monsieur le Premier ministre, je le sais, à la demande du Président de la République, vous engagez le pays dans une nouvelle étape de la réforme territoriale. D'abord, la loi qui redessine la carte des régions et aussi la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Osons le dire, ce projet de loi n'est pas une loi de décentralisation. Et nous le savons bien, c'est une loi de clarification et de confortation. À titre personnel, j'aurais souhaité que s'engage, et je ne suis pas seul, un véritable train de décentralisation, c'est-à-dire un transfert de compétences de l'État à l'endroit des collectivités territoriales. Dans cette crise, il est une institution qui apparaît modestement aux côtés de l'État, comme un rocher dans la tempête. C'est le Conseil général. Oui, l'ironie du sort en temps de crise où l'on serait tenté de vouloir supprimer une collectivité pour faire des économies, cette vieille institution
voit son rôle se justifier plus que jamais. Monsieur le Premier ministre, vos nombreux déplacements, vos discussions avec les élus, avec les Français, vous ont convaincu de ne pas faire de sa suppression le remède de nos maux. Bien sûr que le pays a besoin d'être réformé. Bien sûr que face aux mutations de la société, l'action publique doit être repensée. Ce constat n'est pas seulement celui des élus que nous sommes, c'est aussi celui des experts, des acteurs économiques, des représentants de la vie sociale, en un mot, de nos concitoyens. Face à la crise, face aux crises, il faut se rendre à une évidence, le département n'est pas le problème, mais il est une solution aux solutions à apporter pour la crise que traverse notre pays. Mes chers collègues, nous le savons, les jeunes, rongés dès le collège par la peur d'un avenir incertain, les personnes âgées, pour certaines, en situation de pauvreté autant que d'isolement, les parents qui cherchent à concilier après une période de chômage la reprise d'une activité professionnelle et leur parentalité, les chefs des petites et moyennes entreprises qui se battent pour maintenir une activité à 20, 50 ou 100 km de la première métropole, jeunes, personnes âgées, parents, chefs d'entreprise, qui est à leur côté aujourd'hui? Les élus et notamment les 4200 conseillers généraux de France. Mes chers collègues, à leur côté, les agents, qu'ils soient ici salués, parcourent la campagne pour entretenir nos routes, détecter une famille en difficulté, accompagner les entrepreneurs, soutenir les associations. Aujourd'hui, le Conseil général est bel et bien un rempart contre la crise. Comme en 1982, je suis convaincu que cette loi de décentralisation aurait dû se faire dans les 100 premiers jours du mandat du président de la République, François Hollande. Nous en mesurons aujourd'hui incontestablement le prix et les conséquences. Vous en avez d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, convenu avec moi lors de la dernière Convention nationale de l'intercommunalité à Lille le mois dernier. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que nous partageons les principes que vous avez évoqués devant le Sénat le 28 octobre dernier. Clarté, efficacité, maîtrise de la dépense publique et proximité. Mes chers collègues, la maîtrise de la dépense publique, les départements n'ont pas attendu la crise des finances pour y contribuer. Je voudrais commencer par dire que les départements ont commencé à y contribuer pour un montant de 48 milliards d'euros. Comment? En compensant depuis 12 ans le reste à charge du financement du revenu de solidarité active et des allocations individuelles de solidarité. Les conseils généraux, et en particulier leurs directeurs généraux que je salue, et directrices générales, ont déployé des trésors d'ingéniosité pour faire face à cet effet ciseau résultant de la hausse des coûts et de la baisse des recettes. C'est ainsi que les départements en ont seulement compensé les transferts de ressources incomplets, à budget constant, mais en plus continuer à assumer leurs missions. Je voudrais donc ici, au nom des membres du bureau de l'ADF, tordre le cou à une idée reçue. Les départements ne sont pas responsables de la crise des finances publiques. Ce n'est d'ailleurs pas le président de l'Assemblée des départements de France qui vous le dit, c'est la Cour des comptes. Dans ce dernier rapport, elle met en effet en évidence d'une part la très faible progression des recettes de fonctionnement des départements et d'autre part l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement essentiellement due à celle des dépenses sociales dont, dit-elle, les départements n'ont pas la maîtrise. La bouffée d'oxygène des accords de Matignon du 16 juillet 2013 doit se transformer en respiration, car nous le savons bien, certains conseils généraux sont menacés déjà d'être asphyxiés. Las, depuis l'an dernier, le talent de nos équipes ne suffit plus et beaucoup de mes collègues se demandent comment ils vont avancer le reste à charge du niveau du RSA en décembre. Les mécanismes engagés l'année dernière ont fait leurs preuves. Ils sont dans le détail, notamment des critères de péréquation perfectibles. Nous attendons, Monsieur le Premier ministre, que vous nous confirmiez leur pérennisation dans le projet de loi de finances actuellement débattu à l'Assemblée nationale et demain au Sénat.
Au-delà de cela, ce bilan des accords m'inspire une question. La cohésion sociale, au cœur même du pacte républicain, peut-elle être soumise chaque année à l'incertitude des arbitrages budgétaires? Peut-on, lorsqu'on est élu pour un mandat de 6 ans, se demander tous les années si l'on va passer l'hiver? Je crois qu'une solution durable serait que le RSA, qui est une politique nationale, voit son financement redevenir lui aussi national. La clarification, c'est aussi cela. Monsieur le Premier ministre, les conseils généraux font des efforts et vous le savez, c'est une réalité. L'État, et vous nous le rappelez, doit se réformer. Mission en a été confiée au ministre Mandon. Mais permettez-moi de vous le dire au nom de cette Assemblée, les sources d'économie dans le secteur public ne se situent pas tant dans la suppression d'une collectivité territoriale, ils se logent d'abord dans les doublons entre les services préfectoraux et les services des collectivités territoriales. Il nous faut poursuivre et mieux clarifier le rôle de chacun. Je pense en particulier à l'ingénierie et à l'accessibilité aux services publics. Sur ces deux sujets, l'État s'est beaucoup désinvesti sans pour autant laisser aux collectivités les moyens d'assurer le relais. Et bien souvent, les départements ont pris l'initiative de créer déjà des établissements publics, des agences d'ingénierie et de conseil auprès des collectivités locales. Sachez, Monsieur le Premier ministre, que ces deux fonctions, les conseils généraux, sont déjà à pied d'œuvre. J'espère donc vous entendre ici confirmer vos dires devant le Sénat le 28 octobre dernier. Les futurs conseils départementaux sont favorables à exercer, Monsieur le Premier ministre, ces compétences. Cette réforme doit être l'occasion d'affirmer autour des principes clairs de la vocation de chaque collectivité et autour des 3 collectivités de plein exercice inscrites dans la Constitution, la commune, le département, la région. Et je pense qu'il faut en finir avec le maquis des 17 000 syndicats intercommunaux et ramener les compétences concédées sur chacune des collectivités locales, et ainsi nos concitoyens y verront plus clairement où sont réellement exercées les compétences demain. Si nous faisons ce travail-là, il n'y aura plus de millefeuille et il y aura la claire identification de 3 collectivités, la commune, le département et la région. Le rôle des régions me semble devoir être celui de piloter les compétences stratégiques et nous en sommes d'accord. Les intercommunalités et les communes doivent, elles, demeurer l'échelle des services publics du quotidien, comme les crèches ou les transports urbains, sans compter qu'elles sont le premier lieu d'une démocratie à portée de main. Entre de grandes régions et des intercommunalités en devenir, les départements sont plus que jamais les garants du développement local, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire, une formule écrite par les sénateurs dans le projet de loi actuellement en cours d'examen et dont je partage l'esprit. La clarification doit passer par une traduction législative de la notion de solidarité territoriale. C'est l'essence même de l'action du Conseil général. L'affirmer sera un pas dans ce sens, le détailler sera plus utile encore. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, efficacité, proximité, si la clarté correspond à un impératif démocratique, elle vise également pour des élus responsables à l'efficacité, voire l'efficience. L'efficacité, les conseils généraux en donnent la preuve en matière d'aménagement du territoire. Je pourrais citer Germinal Perrot, dont je salue la ténacité à l'Assemblée nationale. Les petites routes de la Creuse seront-elles mieux gérées à Bordeaux? Je ne le crois pas. Même si le développement économique doit être mieux coordonné au niveau régional, les futures régions, par voie très vastes, pourront-elles même s'occuper avec attention du tissu des PME et des petites entreprises qui irriguent nos territoires? Il y a là une solution plus souple à trouver. L'efficacité, les conseils généraux en donnent la preuve en matière de politique sociale.
La proximité avec les habitants a permis aux conseils généraux d'aller au-delà de leurs obligations pour déployer des politiques d'accompagnement social sur mesure, un savoir-faire que personne ne saurait leur contester. En matière d'ingénierie et d'appui aux projets locaux, enfin, le département ne constitue pas le bon niveau de mutualisation. Et demain, si les conseillers généraux sont compétents en matière de solidarité territoriale, pourquoi ne pas leur transférer la gestion de la dotation d'équipement des territoires ruraux? Nous gagnerions en cohérence, en efficacité et nous ferions des économies. Les territoires ruraux, en particulier, sans quoi qu'il en soit en pleine mutation, regorgent d'autant d'opportunités, celles d'un développement hors des métropoles, que de risques, celui d'une exclusion sociale et territoriale. Au cœur de cet enjeu se situe le numérique. Nous allons en parler à l'occasion des assises de la ruralité conduites par Sylvia Pinel, mais au-delà, il importe de soutenir les conseils généraux qui, partout où la logique de marché est défaillante, équipent le territoire et les accompagnent en usage. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous avez pris, et je suis convaincu, une bonne initiative avec ces assises de la ruralité. Nous savons que les amis des départements du Cher, de la Creuse, de l'Allier et de la Nièvre se sont beaucoup investis sur ce dossier et je salue leurs travaux pour le devenir de ces nouvelles ruralités dans une approche non pas néo-ruraliste, mais dans une complémentarité entre les métropoles et leur environnement et dans une harmonie nécessaire à trouver au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Et ça me paraît là aussi nécessaire pour la cohésion sociale et territoriale. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, quand on aborde la question des ruralités, on pose la question de l'éducation et des collèges, et voire des transports dans les territoires ruraux dont on sait l'importance de la présence de l'éducation nationale avec les écoles élémentaires, maternelles, mais aussi le pendant qu'est le collège dans l'ensemble de nos territoires de France, qu'ils soient ruraux ou urbains. Monsieur le Premier ministre, vous voyez, la France de demain se fera avec les départements et nous savons bien que tous, nous en avons besoin. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, il est un sujet qui doit tous nous mobiliser et être un objectif d'union nationale. C'est la bataille contre le chômage et pour l'emploi. Il n'y a là plus d'opposition qui tienne. État et collectivités, nous détenons chacun une part de la solution avec les acteurs économiques, les représentants de la vie sociale et nos concitoyens. Il incombe, bien entendu, à l'État de dynamiser l'économie. C'est ce que vous faites avec le courage que tout le monde vous reconnaît et en mobilisant pour cela les acteurs économiques et sociaux, les élus, les administrations, les associations même, aux collectivités territoriales, et choix celle de mettre en mouvement le développement local. Alors, ensemble, mobilisons-nous pour le développement économique de nos territoires. Ensemble, combattons la pauvreté et l'exclusion. Ensemble, accompagnons ceux qui veulent innover et entreprendre. Je crois qu'aucun succès n'est individuel et que la clé vient du collectif. Vous savez comme moi que ce dont ce pays a besoin pour avancer, c'est de confiance. Or, cette confiance, c'est en dialoguant qu'elle se trouve. Cette confiance va prendre un sens particulier lorsque d'ici 2 minutes, vous allez vous adresser aux 500 000 élus départementaux. Je voudrais devant vous me faire ici le porteur d'un message, d'un grand nombre d'entre eux et de bien d'autres. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, 500 ici et 5000 en France, bien sûr. Nous partîmes 500, c'est ça. Mais en arrivant au port, réminiscence, souvenir. Monsieur le Premier ministre, la réforme territoriale ne peut pas être l'œuvre de technocrates, mais doit être écrite avec les acteurs locaux. Il faut faire confiance aux initiatives locales et à l'intelligence des territoires.
Affirmer que le conseil départemental vivra jusqu'à 2021 et peut-être au-delà, et non pas de renoncer mais ouvrir le chemin. Mutualisation, rapprochement, fusion, expérimentation, les départements ont déjà commencé à construire, à préparer l'avenir. Nous souhaitons que soient mises à profit ces 6 années pour imaginer, aux côtés des autres acteurs des territoires, une solution innovante pour la France, une grande loi de décentralisation. Dans la nouvelle organisation entre les départements, les intercommunalités et les métropoles, le gouvernement ne peut pas citer le modèle lyonnais en référence de la nouvelle réforme territoriale sans rappeler qu'il a été pensé par les acteurs locaux. Nous réclamons que la loi NOTRe fasse confiance aux acteurs locaux pour trouver ensemble l'organisation territoriale et la répartition des compétences pertinentes sur leur territoire. Monsieur le Premier ministre, si aujourd'hui vous envoyez ce signal de confiance aux femmes et aux hommes qui seront élus en mars prochain, alors les conseils départementaux vous suivront sur la voie de la transformation de l'action publique. Forts de cette confiance, les élus départementaux de demain seront prêts à avancer avec vous sur les chemins de l'innovation. Les élus des conseils généraux d'aujourd'hui ne sont pas dans une attitude de repli, mais d'audace si vous leur donnez des possibilités d'avancer. C'est fort de cette confiance que nous pourrons ensemble, demain, faire réussir notre pays, la France et la République.